Soirée OVNI Paris, donc en deux parties. D'abord une des actualités, en gros c'est celle que je n'ai pas pu présenter la dernière fois parce que monsieur Claude Bourré avait vraiment une idée très précise sur ce qu'il voulait faire, et d'ailleurs on voit bien le professionnalisme parce qu'il maîtrise parfaitement la durée de ses interventions, et c'était pas pour ceux qu'est-ce qui était là la semaine dernière, ouais, la majorité. Il y a 15 jours. Ouais, il y a 15 jours, oui. La dernière fois je voulais dire. Merci de me corriger parce que j'ai besoin de... comment dire, oui, on voit bien que c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce discours et qui mesure le temps. D'ailleurs, il était mieux avec un chronomètre et j'ai vu ça peut être éventuellement un exemple. Mais nous, on fait les choses un peu plus simplement. J'ai mon chronomètre. Oui. Donc d'abord, des actualités. J'ai parlé donc... d'ufologie, d'astronomie, et puis quelques annonces. Alors, voilà, juste une chose, j'ai cherché, j'ai oublié un papier, une anti-sèche. Ah, il n'y a pas de souffleur. J'ai bouché le trou là. Oui, donc aux États-Unis, ça bouge un petit peu dans l'ufologie. Il y a eu notamment ce fameux article dans le New York Times. Il y a eu aussi des interviews. Donc, je vais vous parler de l'interview du sénateur Harry Reid. Alors, c'est lié à l'information qui est passée dans le New York Times récemment, comme quoi il y avait un groupe, officiellement, il y avait un groupe de l'armée américaine qui avait fait des études sur les ovnis. Ça avait été financé par le gouvernement américain. Et la personne à l'origine de ce financement, d'ailleurs, c'est ce sénateur Harry Reid. Parce qu'aux États-Unis, les choses sont plus souples que chez nous. Si vous avez des gens qui ont pas mal d'influence, et cet homme-là, on a pas mal d'influence, on peut faire quelque chose. Chez nous, c'est pas possible qu'un sénateur ou un député lance un programme officiel en marge des programmes de l'État. Donc ce monsieur Harry Reid, sénateur du Nevada de 1987 à 2017, mais en plus il est chef du groupe démocrate de 2005 à 2017, donc il y a deux partis aux États-Unis, hein, bien sûr le parti démocrate, le parti républicain, donc lui il était chef du groupe démocrate, et ensuite il est devenu chef de la majorité démocrate pendant 10 ans, de 2007 à 2017. Donc c'est un personnage quand même très important aux États-Unis. Oui, bah, vous m'entendez bien? Oui, oui, ça va. Donc le micro reste là. Donc il s'intéresse depuis longtemps aux ovnis, et c'est aussi quelqu'un du Nevada, donc comme j'ai dit du Nevada, c'est aussi l'État de Bigelow qui justement est mêlé à cette affaire d'étude des ovnis par le Pentagone. C'est Bigelow qui a reçu en fait une partie des subventions, des fameux 22 millions d'euros qui ont été dépensés pour étudier ces phénomènes d'objets volants inexpliqués. Donc c'est lui qui a lancé, j'ai écrit là qu'il a financé l'étude du Pentagone, c'est pas tout à fait vrai, enfin il a trouvé les fonds avec plusieurs amis sénateurs, et il a pu monter un coup en secret, en quelque sorte, parce que ça n'a pas été fait de façon vraiment officielle, ça a été fait un peu comme ce qu'on appelle les black programmes aux États-Unis. On peut trouver le moyen aux États-Unis de faire des programmes et que ça ne rentre pas dans la comptabilité du gouvernement en direct. Et c'est lui qui est aussi à l'origine du groupe Tom DeLonge. En fait, Tom DeLonge, c'est un peu une tête d'affiche. Vous savez, c'est ce chanteur, ce rocker américain qui a fondé To The Star. En théorie, c'est le patron de To The Star Academy, qui est un groupe de recherche ufologique. Mais en fait, le vrai patron, le vrai fondateur, c'est le sénateur Harry Reid. Donc je vais vous lire, ça c'est à la fin, il insiste beaucoup, il dit en fait l'information existe, il suffit de lire les rapports, lisez les rapports, nous avons des centaines de rapports, il y a 2 ou 3 semaines, peut-être un mois, alors à l'époque où il a fait l'interview, il n'y a pas tellement longtemps, il y a un mois à peu près, maintenant dans le Montana, ils ont eu une affaire étrange sur une base de missiles là-bas, ça continue tout le temps. Alors je vais reprendre un petit peu cette interview, je vais la détailler un petit peu. Donc l'intervieweur, qui est le journaliste, lui demande d'où vient votre intérêt sur le sujet des ovnis. Alors il explique que
Quand il a commencé, il y a très longtemps, dans sa carrière, dans les années 60, sa carrière d'avocat, il a eu à étudier le cas d'un crash d'avion où il y a pas mal de personnes importantes qui sont mortes dans ce crash d'avion. Et une de ces personnes importantes, c'est le père de Bigelow, qui lui était marchand de tapis à l'époque, un type assez prospère, mais qui avait loin d'avoir la fortune qu'a acquis son fils. Et donc c'est comme ça qu'il a connu Bigelow, parce que c'était son client, tout simplement. Ensuite, donc en fait, ce monsieur Bigelow est devenu extrêmement riche. Ils sont restés en contact, ils se connaissent depuis toujours. Et Bigelow s'est intéressé aux ovnis. Pourquoi? Parce que lui, dans sa famille, son père, avant qu'il meure, bien sûr, avait eu avait été témoin d'une soucoupe volante. Enfin, il appelle ça comme ça, une soucoupe volante, faute d'une meilleure description. Et ça avait piqué la curiosité. Donc depuis, un peu par piété filiale, il a conservé cette idée d'étudier le sujet. Il voulait en savoir plus. Alors ensuite, comme ils étaient amis avec ce sénateur Harry Reid, le sénateur connaissait très bien le journaliste de télévision George Knapp. Alors pour ceux qui étaient là pendant la conférence de M. Librero sur l'affaire d'Aztec, c'est ce journaliste-là qui a écrit le bouquin sur Aztec avec un autre qui s'appelle Kneller, je crois. Donc, ce journaliste, donc ils ont monté un petit groupe. Ce journaliste a été voir Bigelow, et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'étudier le ranch de Skywalker. Donc il y a quelque temps ici, c'était je crois en février ou en mars, en février, Elisabeth de Caligny est passée, nous a fait un exposé sur le ranch de Skinwalker. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup de manifestations paranormales, assez extraordinaires. C'est pas de l'ufologie pure, mais il y a des choses qui s'y rapportent. C'est-à-dire des sortes de passages de notre monde vers un autre, des phénomènes qui ressemblent à des portes interdimensionnelles. Enfin, et puis il y a beaucoup d'autres choses, il y a des animaux fantastiques, c'est très extrêmement riche. C'est vraiment, il y a tout le folklore y est. Donc, vous voyez, cette personne, Harry Reid, donc, a permis de faire cette étude. Alors, je continue. Bon, je simplifie quand même, je ne vais pas vous lire tout l'interview. Oui, alors ensuite, il a eu accès au rapport qui s'est passé. Lui, ce qui l'intéressait sur le sujet, c'était pas les détails, c'était pas les enquêtes détaillées, mais c'était le fond du problème. C'est ça le fait que des gens voient des choses étranges. En fait, c'est vraiment est-ce qu'il y a matière ou pas. Ensuite, quand il était au Sénat, il a rencontré John Glenn, qui était sénateur aussi, et il a eu des discussions avec John Glenn. Ancien astronaute, oui. Premier astronaute américain, oui, c'est le programme Mercury. Et John Glenn lui a dit, moi je me suis toujours intéressé à ce problème des ovnis. Donc, je simplifie un petit peu. Il est rentré en contact avec une personne des services secrets, un scientifique des services secrets, voilà, qui a travaillé sur le ranch Skinwalker. Bon, ils se sont dit, alors, Harry Reid avait des amis sénateurs, un qui s'appelle Inouye, d'origine japonaise, qui était de Hawaï, et un autre qui s'appelait Stevens, je crois qu'il est aussi d'Hawaï. Il y en a un qui était républicain ou démocrate, mais ils s'entendaient très bien, ils étaient tous les trois, ils s'entendaient beaucoup. Et ces gens-là, Stevens, bon, qui est mort maintenant, avait participé à la Seconde Guerre mondiale et qui avait été témoin des Foo Fighters. C'est marrant, ça. Quelle coïncidence, je suis en train d'écrire le mot Foo Fighters. Voilà, c'est une synchronicité. Voilà. C'est pas une bêtise, hein. Tout le monde peut le voir ici. Ok, donc ils ont décidé qu'il fallait faire quelque chose, mais ils se sont rendus compte qu'ils se heurtaient à un très grand scepticisme de la part des scientifiques. Donc ils se sont dit, on va faire un coup, comment dire, on va être très discret, et ils vont faire leur coup en douce en quelque sorte. Donc ils ont monté un programme noir, ce que j'ai dit tout à l'heure, 22 millions de dollars en 2 ans, et comme ils connaissaient très bien Bigelow, ils avaient déjà travaillé avec lui, que Bigelow avait déjà dépensé énormément d'argent, de son argent, pour étudier les ovnis,
eh ben, ils ont décidé qu'il était de confiance et ils ont mis l'argent, ils ont financé en fait l'IGLO. Donc voilà, en fait, c'est comme ça que ce projet, cette étude par le Pentagone a été décidée. Ça continue, d'après Luis Elizondo, qui est un ancien de la CIA, qui travaillait dans ce domaine, et qui a démissionné parce que pour lui, c'était pas pris suffisamment au sérieux. Ça continue en fait en douce, mais rien ne ressort, tout est secret. Voilà un petit peu l'histoire. Alors, donc, je passe un petit peu. Oui, donc en fait, il explique que beaucoup de gens sont extrêmement intéressés, mais n'en parlent pas et ne disent rien parce que bon, ils ne veulent pas passer pour des fous, enfin, c'est très difficile aux gens de s'exprimer sur le sujet. Et lui, il s'en fiche, le sénateur Harry Reid, parce que bien qu'il était un personnage très important de la politique américaine, il passait quand même pour comme il dit, un wacko, c'est-à-dire un cinglé, mais bon, il assumait sa réputation, ça ne le gênait pas. Bon, je vais passer à la suite. Et dans ce qu'a fait Bigelow à Las Vegas, parce qu'il est donc Las Vegas c'est la plus grande ville du Nevada, bien sûr. Ils ont construit une sorte de silo, enfin ils ont construit un bâtiment, ils ont transformé un bâtiment pour pouvoir recevoir des artefacts et des documents sur les extraterrestres, et notamment du métal d'ovnis extraterrestres. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus, parce que malheureusement rien n'a été publié sur le sujet, mais le sénateur Harry Reid et Luis Elizondo sont formels. Il y a des artefacts matériels qui sont stockés à Las Vegas dans le bâtiment de Bigelow. C'est vraiment les États-Unis, hein, les choses sont facilement privatisées. Hein. Chez nous, c'est pas du tout possible. Mais là-bas, c'est courant. Il y a plein de choses qui sont privatisées, là-bas, même l'armée, à la limite, même les services secrets. Et puis, on sait quand même qu'il y a eu des études qui ont été faites, assez poussées, et qu'on a même étudié l'influence qu'auraient pu avoir ces objets sur les gens qui les ont récoltés. Voilà. Bon. Et s'il te plaît, oui. Récemment, Jacques Vallée est venu en France, oui. justement parler de... Oui, absolument. Des techniques d'études, d'analyse isotopique. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu avoir accès à ce matériel? Non, non du tout. Jacques Vallée nous a fait la liste de tout ce qu'il connaissait et qu'il espérait retrouver. Il n'y avait absolument aucun... D'abord, on ne les connaît pas, ces artefacts. On n'a jamais vu de liste. C'est vraiment secret. Ça n'a rien à voir, c'est américain. Est-ce que ça a été pris à Roswell? On n'en sait pas. On n'en sait rien du tout. Donc, je peux te répondre de façon affirmative, non, ça n'a rien à voir avec ce dont Jacques Vallée a parlé. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes objets. Oh, je passe vite, je crois que j'en ai suffisamment parlé. Un peu d'astronomie, mais alors l'astronomie, il y a énormément de nouveautés. Je pourrais y passer toute la soirée à parler que de ça. Donc, moi, je me concentre simplement, plutôt que de faire toute l'actualité de l'espace et puis de l'astronomie, de ce qui peut avoir un rapport avec la vie extraterrestre. Donc là, par exemple, tout ce qui est détection des planètes extraterrestres, ce genre de choses. Extrasolaire. Extrasolaire, oui. Alors, est-ce qu'il y a des microbes sur la planète Vénus? C'est une drôle de question. Parce que la planète Vénus, dont voici une photo, en fait c'est une photo en fausse couleur, ça a été pris en ultraviolet, peu importe. Vous savez qu'au sol, ça est extrêmement chaud, la température c'est d'environ 470 degrés Celsius. Le plomb, l'étain, le zinc, tous ces métaux-là seraient liquides s'il y en avait. Aucune vie telle qu'on la connaît n'est possible. Par contre, si on monte en altitude, dans l'atmosphère, et l'atmosphère est extrêmement épaisse, puisqu'au sol la pression vaut plus de 90 atmosphères, si on monte en altitude, à un moment où on arrive à une pression qui est à peu près la pression atmosphérique terrestre, donc une atmosphère, et bien la température est entre 70 et moins 20 degrés, enfin suivant les endroits. Et donc il y a un endroit où il y a une température tout à fait clémente, et comme cette atmosphère est assez épaisse, malgré tout, il y a l'idée
il y avait une idée qui avait été émise qu'il pourrait y avoir des microbes qui pourraient survivre à cette altitude. Pardon, je bois un peu d'eau. Parce que sur Terre, à beaucoup plus haute altitude, avec une atmosphère beaucoup plus fine, jusqu'à 50 km d'altitude, on a trouvé des bactéries terrestres. Il y en a même qui disent que c'est des bactéries extraterrestres, enfin bon, peu importe. Des bactéries, très certainement terrestres. Avec une pression infime. Donc là, avec la pression atmosphérique, pourquoi pas? Alors, c'est là que la photo, on voit une marbrure là, sur le côté jaunâtre, là, sur le côté gauche, c'est qu'on a découvert récemment justement des marbrures qu'on peut expliquer par des corps de petites dimensions dont la taille est celle de bactéries. Alors, tout de suite, l'imagination est partie. On ne sait pas ce que c'est en réalité. C'est peut-être des particules minérales, c'est peut-être des poussières qui ont arrivé à monter jusque-là, ou des condensations, parce que l'atmosphère contient beaucoup d'acide sulfurique. C'est vraiment très malsain. Gaz carbonique, 98%, et puis pas mal d'acide sulfurique. Donc peut-être que c'est une chimie qu'on ne connaît pas bien qui a fait ces particules. Mais ça ressemble quand même au niveau spectral à ce que pourrait être un voile de bactéries. Donc voilà, c'est nouveau, parce que jusqu'ici on cherchait la vie dans le système solaire uniquement, à part sur Terre, mais bon, je crois que c'est prouvé qu'il y en a. Mars, Europe. Europe, c'est une lune de Jupiter. Encelade, c'est une lune de Saturne. Et Titan, qui est aussi la plus grosse lune de Saturne. C'est là que les scientifiques, pour l'instant, se dirigeaient. On fait des projets d'envoyer, sur Mars, des sondes, il y en a déjà pas mal, mais sur Europe et Encelade, il y a des projets très sérieux, avec même des budgets qui sont votés pour aller étudier. Et pourquoi pas étudier Vénus. Surtout que cette planète n'est pas plus difficile à atteindre que Mars. Elle est plus près du Soleil que la Terre, alors que Mars est plus loin, mais en termes énergétiques, en termes de difficultés, c'est pareil. D'où l'idée d'un avion automatique. Donc il y a un satellite, un engin spatial arriverait dans l'atmosphère, freinerait et déploierait ces petits avions qui s'appellent Venus Atmosphere Maneuverable Platform, VAMP, un vampire, dans l'air c'est pas de l'air, dans l'atmosphère de Vénus, pour justement étudier l'atmosphère et pourquoi pas la biologie s'il y en a eu. Ouais, je suis un peu sceptique, mais bon, pourquoi pas. Ce qui amène certains scientifiques à aller plus loin, pourquoi pas étudier Vénus, avoir une base, mais comme on ne veut pas se poser sur le sol, c'est beaucoup trop chaud, et bien mettre un ballon dans l'atmosphère. Il y a des projets très sérieux. Donc à gauche, je dis le ballon. Ça, c'est un projet qui est assez avancé. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de budget, mais il y a l'idée qui est développée. Et puis à droite, c'est carrément une unicité spatiale. Donc vous auriez une base spatiale dans l'atmosphère, et puis à partir de là, on peut envoyer des sondes vers le sol, on pourrait, je sais pas, étudier l'air, étudier avec les radars le sol, la configuration. Combien il y a de projets qui ont été dans tous les domaines astronomiques? Il y en a 50 pour un qui est réalisé. Voilà, exactement. Mais celui-là ne sera pas réalisé d'ici, il n'y a pas d'argent, mais il est assez sérieux, il est assez bien monté. Et il y en a qui vont beaucoup plus loin. Pourquoi pas carrément coloniser Vénus? Et oui, ce qui est extraordinaire aux États-Unis, c'est vraiment l'imagination peut s'exprimer. C'est ça, il y a quand même de l'argent, il y a ça. Il n'y a pas qu'un dessin, il y a quand même des études d'ingénieurs. Pas des millions de dollars, bien sûr, mais il y a un peu d'argent. Ça ressemble étrangement à ça, qui est né ce fois-ci, et de la pure science-fiction. C'est la cité des nuages de Bespin, de Star Wars. Vous voyez, peut-être qu'un jour, ça va se réaliser dans le système solaire, les savoirs. J'en sais rien, j'y crois pas trop. Quand c'est marqué crédit, c'est pas le crédit qu'on a mis sur le projet. Hein. C'est le crédit photographique, ça n'a rien à voir. C'est de l'anglais, en fait, bien sûr. Voilà, je trouve que c'était assez amusant. Alors, le TESS, on en avait parlé, je crois que c'était en mars. C'est un satellite qui a été lancé très récemment, ça a été reporté. Donc c'est un petit satellite, je reprends rapidement, j'en ai déjà parlé, mais je vais reprendre rapidement. Donc c'est un petit satellite de 350 kg, pas cher. En tout cas, le lancement, c'est 87 millions de dollars, donc c'est pas très cher. Et le coût de fabrication, c'est quelques dizaines de millions de dollars. Qu'est-ce que c'est ce satellite? C'est en fait un détecteur. Vous savez, sur les gros
télescopes, même les gros télescopes privés qu'on peut acheter et mettre dans son jardin, sur sa terrasse, il y a ce qu'on appelle un chercheur. Et bien là, c'est le satellite qui va jouer un peu le rôle de chercheur. Alors, en dessous l'artiste qui a dessiné, qui a mis satellite et avec un système planétaire autour de cette étoile, il va indiquer que TESS, ce satellite, avec son petit, un petit télescope, un 40 cm de diamètre, c'est pas grand chose, il va être capable de détecter par la méthode des transits les planètes qui passent devant l'étoile. Donc il va juste être capable de les détecter, mais absolument pas capable de les caractériser. C'est simplement une machine qui va permettre de détecter des planètes extrasolaires. Donc là j'ai marqué 2 millions, en fait ça serait plutôt 200 000 apparemment. Et il va s'intéresser aux étoiles brillantes, aux étoiles très proches de la Terre, mais moins brillantes comme les naines rouges. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va travailler en collaboration avec des très gros satellites, des très gros télescopes qui vont être dans l'espace, comme le fameux JWST, le James Webb Space Telescope, qui malheureusement a pris encore une année de retard et qui va cette fois-ci dépasser les 8 milliards de dollars. Et vous voyez la différence de coût entre ce petit télescope-là, 87 millions, et le gros télescope à 8 milliards, 100 fois plus. Et il y aurait quelque chose à dire là-dessus, sur ces projets de la grande science. Il y a un gaspillage, à mon avis, monstrueux de l'argent public. Mais ça tombe pas dans ça tombe dans certaines poches quand même. Ça tombe sur tout pour le fabriquer. Alors, oui, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Ah oui, simplement, donc c'est SpaceX qui l'a lancé. Et ce qui est un peu particulier, c'est que l'orbite il ne tourne pas autour de la Terre, il va tourner sur l'orbite qui est jaune, vous voyez, le grand ovale en biais jaune. Donc la petite boule au milieu, blanc, qui est blanche ici, blanche, bleue au milieu, c'est la Terre. L'ovale à plat, c'est l'orbite de la Lune. Et donc, il va, avec un petit moteur, il va agrandir son orbite jusqu'à arriver au contact de la Lune. Là, la Lune va le propulser sur cette orbite rouge. Et ensuite, avec un petit réglage, hop, ça y est, il est sur l'orbite définitive. C'est assez compliqué, mais ça se fait de plus en plus, ça. Ça permet d'économiser du carburant et de l'argent. Parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle, en termes savants, la réaction de gravitation entre la Terre et puis surtout la Lune pour se mettre sur la bonne orbite. Et pourquoi il n'est pas tout près de la Terre? Parce que la Terre, les satellites, à l'heure actuelle, quand on lance satellite, par exemple la station spatiale, elle est à quelques centaines de kilomètres de la Terre. Donc le problème, c'est que toute la moitié de l'horizon est bouchée par la Terre. Et en plus, elle rayonne des infrarouges, elle rayonne de la chaleur, elle rayonne de la lumière. Donc pour faire des observations, il faut s'en éloigner. Mais on ne veut pas s'en éloigner trop parce que c'est un petit satellite, il a une petite antenne. Donc on a trouvé un compromis. Voilà, on serait dans une orbite qui pose un compromis qui est en résonance en fait entre l'orbite de la Terre et de la Lune. Enfin, elles sont passées. Donc c'est pas une... Bon, voilà. Astronomie, trop d'eau sur la planète de TRAPPIST. Alors c'est le nom qui m'a bien plu, TRAPPIST. Donc c'est les Belges qui ont construit un petit télescope, alors un télescope terrestre cette fois-ci, pour détecter des planètes, avec exactement le même principe que TESS, mais depuis la Terre. Comme c'est des Belges, et vous savez que la Belgique est réputée pour ses bières comme la France pour le vin, et que les Belges ont eu l'intelligence de ne pas détruire les monastères de la Trappe qui fabriquaient la bière. Il y en a encore 6 en Belgique. La Jeanlin, par exemple, ça vient de là. C'est une bière de trappiste. La Lef, voilà. Donc ils ont décidé de, quand même, eux aussi ils ont le droit d'être un peu chauvin, ils ont décidé d'appeler leur satellite trappiste. Ils ont trouvé un anagramme complètement tordu pour arriver à ce nom-là. Ce qu'on voit aussi sur cette photo, c'est vous avez le soleil, donc l'énorme tache jaune, c'est le soleil, sun en anglais, et à côté vous avez trappiste. Alors vous voyez la différence de taille, elle est réelle, hein. C'est pas une image d'artiste. Les naines rouges sont toutes petites, très denses, toutes petites, et elles rayonnent très peu. C'est pour ça qu'elle est représentée par l'artiste en rouge. En réalité, à l'œil nu, elle ne serait pas rouge, comme de même que le soleil n'est pas jaune. Enfin bon, c'est des détails. Voilà, donc ça j'ai déjà dit. Et ce qui est amusant, c'est que le prochain télescope que vont faire les Belges, c'est Speculoos.
Vous savez, c'est un cocktail, hein. Comment? La bière, les apéros. Bah oui. Ouais. Bah, pour l'instant, ce qui est curieux, c'est les gâteaux. C'est des gâteaux à la... C'est tout. J'en ai là, si tu veux. Ouais. Trop bien. Ah, c'est offert par le saut. Non, 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 pas du tout. Non, mais bah, j'en ai dans franchement. mon sac. Bon, ok. Je laisse passer ça. Oui, alors est-ce qu'on voit, on voit pas grand-chose, hein, je vais me lever. Ça, c'est le système solaire interne, ici, là. Vous voyez Mars, la Terre, Vénus, Mercure. Cette petite zone-là, on ne voit pas très bien, c'est le système. En fait, ça représente la taille du système trappiste. Vous voyez, donc en fait, toutes les planètes de trappiste, parce que j'ai pas tout dit, cette étoile est très intéressante parce que c'est la première fois qu'on trouve 7 planètes autour d'une étoile extérieure. C'est le record. Et c'est un système extraordinairement dense, parce que vous voyez, ça c'est bien à l'intérieur de l'orbite de Mercure, qui est la première planète du système solaire. À l'intérieur, vous avez 1, 2, 3, 4, 7 planètes qui tournent. Alors en fait, elles sont en relation de gravitation permanente, elles sont chaînées en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, et là vous avez en haut, vous avez Jupiter et ses lunes. Vous voyez, c'est à peu près de l'échelle du système de Jupiter. Jupiter, on dit que c'est une étoile ratée, et d'une certaine façon, bah, ça ressemble à ça, puisque vous voyez Jupiter ici, et puis ses lunes, Io, Europe, Ganymède, Callisto. C'est à peu près la même taille, enfin un peu plus petit. À peu près. Vous voyez que par rapport à ça, ça se ressemble. Je ne vais pas sauter parce que c'est jamais. Alors l'intérêt, c'est que, en fait, vous voyez, les zones vertes, c'est des zones favorables à la vie. Et donc, vous voyez que dans l'étoile de Trappiste, il y en a 3 planètes qui pourraient être dans une zone où il y a de l'eau liquide, c'est-à-dire où la chaleur de l'étoile centrale est suffisante pour faire fondre la glace, mais pas suffisante pour l'évaporer. Donc c'est ça qui est intéressant. Et à partir de là, les astronomes se bagarrent, c'est amusant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont assez mal pris la découverte des planètes extra-solaires, et donc ils trouvent tout un tas d'arguments pour dire que mais non, en fait, il n'y a aucune chance qu'il y ait la vie, parce que parce qu'il faut savoir que les petites étoiles rouges, dans leur jeunesse, sont extrêmement fougueuses, extrêmement dynamiques. Elles font sans arrêt des éruptions solaires très dangereuses qui émettent beaucoup de rayons X. Donc ça pourrait chasser l'atmosphère des planètes. Des gamma, Comment? des gamma, des rayons X, surtout des gamma, il y a de tout. C'est les éruptions solaires, c'est les mêmes que celles du Soleil, mais en plus violentes. Et ça émet de toutes sortes de radiations. Et ça n'émet pas que des radiations électromagnétiques, ça émet des protons, plein de choses. Enfin, c'est très toxique, très nocif. Et voilà, donc, mais ensuite on étudie, on se dit, mais attendez, elles sont tellement près de leur étoile qu'elles vont toujours tourner la même face vers leur étoile, donc il y aura un côté surchauffé et un côté gelé en permanence. Mais finalement on se rend compte que ce n'est pas forcément un problème, parce que si l'atmosphère est suffisamment épaisse, et ben, tout ça va circuler, et puis etc. Donc il y a beaucoup de... C'est assez amusant quand on suit ça, on s'aperçoit que... Comment dire? Oui. On entend beaucoup, je trouve, les gens dans les couloirs qui... Merci. Donc il y a beaucoup de débats, mais moi je trouve que c'est intéressant de voir qu'on a trouvé des systèmes solaires différents d'une autre et avec la possibilité de planètes qui abritent la vie. On le saura dans quelques années, quelques dizaines d'années, quand les nouveaux télescopes sont mis en orbite et qui sont beaucoup plus puissants. Pas des télescopes en orbite, d'ailleurs, des télescopes terrestres qu'on construit au Chili, qui sont en train d'être construits. Bon. Je vois pas ça, c'est des chiffres. Librairie mobile du Sceau. C'est bien comme ça que ça s'appelle? Ah, tiens, librairie. Tiens, parle-en moi. Ah bon, je ne pas. Bah, tout simplement, c'est les livres qui sont à la vente, qui sont là. Ah, c'est un petit service qu'on offre. C'est des seaux qui servent pour la plage en plastique? Oui, c'est ça, oui, vraiment. Ouais. Tu les plies et tu... Pour l'été, parce que là, il est un peu trop tôt. Ouais. Mais monsieur Rancillon, il faudra que je vous couse tout à l'heure. J'avais pas fait Tu n'as pas vu, mais moi je l'ai reconnu tout de suite avec son chapeau. Donc en fait, la librairie du Sceau, je vous explique un peu comment ça fonctionne.
Donc le Sceau sauvegarde des archives ufologiques. On se trouve donc à la tête de fonds d'archives, dans lequel on trouve généralement une bibliothèque, en plus des revues, etc. Mais généralement, il y a une bibliothèque, d'une taille très diverse d'une personne à l'autre ou d'une association à l'autre. Ce qui fait que le Sceau, à bout d'un moment, se retrouve à la tête d'un certain nombre de livres identiques. Donc, on en a parfois jusqu'à 30 exemplaires. Ceux de M. Bourret, par exemple. Voilà. On a un copain qui en a des centaines de Bourret, c'est génial. On s'éclate. On ne sait pas comment on s'en débarrassera un jour, on ne sait pas. Ah, ça encore, ces bouquins. Oui, ben, on a vendu plein la dernière fois. Il faut le faire venir à chaque fois, comme ça on vendra les bouquins. Ben, toujours est-il que voilà, le Sceau a décidé, pour ne pas encombrer ces étagères, d'en garder 8, et au-delà de 8, on les remet dans le circuit. Voilà, ce qui fait qu'on a quand même en stock, quand on a plus de 15 ou 20. Voilà. Donc ici, vous avez des livres d'occasion qui sont issus des livres surnuméraires qu'a récupéré le Sceau. Mais il n'y a pas que ça. Dedans, vous avez aussi des stocks qu'on a récupérés. On les a sauvés du pilon. Il y a des bouquins où on a 400, 500 exemplaires parce qu'on les a sauvés du pilon. On a des gens qui nous donnent à vendre leurs livres. Donc on fait de la diffusion. On édite également ce qu'on appelle des coéditions, c'est-à-dire que les gens qui n'arrivent pas à faire éditer certains documents, certains travaux, on leur propose, si ça les intéresse, de les éditer. Voilà. Et donc, ce qu'aucun éditeur ne propose, on fait 50-50. Vous allez voir les éditeurs ce qu'ils vous proposent quand vous faites un bouquin. Eh ben nous, on a décidé de faire 50-50. Voilà. Donc vous avez tout ça. Voilà. Vous êtes éditeur, Ben, on est éditeur, oui. Le Sceau, mais on est Paris. Oui. Mais on est les tout petits éditeurs. Et ça, c'est de la monographie qu'on fait, c'est pas du livre, on fait de la monographie. Alors, généralement, c'est sur un seul thème. Non. Les 2 prochaines soirées d'OVNI Paris. Alors, mardi 5 juin, j'avais appelé ça double impact au début parce que en fait, c'était 2 parties très différentes. La première partie, c'est Chris Sauval qui a présenté le dernier livre sur le BUCJ de Radio Cinéma. Scénario est là. À l'intérieur de la Terre, le second tunnel du BUCJ. Ensuite, deuxième partie, c'est une table ronde avec Pascal Fechner, Bob Belanca de Bob qui dit toute la vérité, Jocelyn Keller, qui est un journaliste et puis spécialiste de l'étrange, et Egon Kregel, écrivain et ufologue et musicien et d'autres choses encore. Donc ils seront ici, voilà, il est sur l'estrade, et puis ils vont débattre quel avenir pour l'enquêteur de terrain. En fait, c'est un titre un peu, comment dire, oui, c'est juste un titre. Le but, en fait, c'est de présenter le nouveau MUFON France. Mais c'est quand même, je trouve, une bonne approche parce qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'on n'a plus besoin d'enquêteurs de terrain. Il y en a qui vont vous dire, un petit peu comme M. Bourret la dernière fois, moi, la tôle et le boulon, ça ne m'intéresse plus. Mais ce qui n'est pas entendu par le tôle et le boulon, c'est pas uniquement la ferraille, c'est aussi la réalité des observations. Et bon, moi, je crois que c'est toujours très intéressant. Et puis, mardi 3 juillet, donc un mois après, à peu près, on reçoit Jean-Pierre Troadec, qui va nous parler de choses très intéressantes, mais je ne sais pas exactement encore, précisément. Excusez-moi, alors, une petite parenthèse par rapport au les boulons et l'observation du phénomène OVNI depuis le début. On peut prétendre aujourd'hui que, sachant les projections, oui. surtout de la part des Américains, parce que c'était au début la recherche est plutôt là-bas qu'ici, on par projection peut penser qu'il y a des scénarios de divulgation dont certains, les plus optimistes, seraient compacts, importants, massives, et couperait un peu l'herbe sous les pieds de tout ce qui est du domaine de l'observation à partir du moment où ça sera révélé au grand public. Oui, mais est-ce qu'on en est sûr? Parce que ça fait combien de temps que la révélation doit arriver? Le processus est sûr, il est actif, mais il ne fait que... Enfin, on a déjà commencé dans le passé, moi, mais c'est progressif. Quand j'avais 18 ans, j'attendais la révolution, mais elle n'est pas encore arrivée. Ça en marche. C'était trop tôt. C'était trop tôt. Ça résonne un peu avec le côté apocalypse. Apocalypse, c'est quoi? Ok. C'est la révélation. Oui. C'est la révélation. Ouais, bon. Enfin, on va pas faire le débat, la table ronde tout de suite, hein, parce que c'est ça qu'on est en train de commencer.
oui, il y a matière à discussion, et je pense que forcément, ce que tu dis, ça sera évoqué, parce que c'est évident, c'est évident. Mais, ok. Et avec des mises à Mais jour j'ai oublié M. Rancillon sur... monsieur, désolé. C'est tout sur la première partie. Ah non, parce que dans un esprit, je vais... Donc, les repas ufologiques, nos collègues des repas ufologiques, samedi 26 mai, et ben Jocelyn Keller, qui, avant de venir chez nous, en juin, il va faire une conférence sur l'affaire d'Aravilliers, hein, qui est un extrait de c'est un des chapitres de son livre Affaires étranges. C'est bien ça? Oui, oui. Voilà. Et donc, c'est comme toujours donc, chez Cyril. Voilà. Est-ce que tu sais comment il a écrit son livre? Oui, c'est moi. On y a repéré. Je ne sais pas du tout comment il a écrit son livre. J'étais très étonné qu'il parle d'Aravilliers, parce que pour moi c'était une affaire un peu enterrée, et puis c'était un peu l'affaire de Forges. C'était vraiment le domaine de Forges. Comment? Non. Non. Je ne sais pas du tout, mais justement j'irai... On a l'info, Bah non. Je l'ai interviewé de Forges en novembre, il était même pas au courant qu'il y avait un livre qui sortait sur Aravilliers. Alors le problème c'est que de Forges il a diffusé tous ses documents. J'espère qu'il n'y aura pas trop de coupé-collé. Je n'ai pas lu encore. Parce qu'il y a le terme Marseille de Forges. S'il est cité, c'est pas grave. S'il est cité, enfin... Que de batailles d'ego dans le monde de Oui. l'ufologie. Oui, oui. Oui, bon, ça fait 70 ans que ça dure. Hein. Ça a commencé dès le départ. Hein. Mais là, pas de bataille d'ego. Quoique. Hein. Le vieux, tu passes avant. Alors, il faut faire... on prend juste 2 minutes pour changer la projection. C'est à quelle heure tu vas te coucher? 4 h du matin.